OK. Donc, bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Mon nom est Victoria Carrasco, chef gestion des galeries et coordination d'événements à la Fondation PHI. Je suis accompagnée par mon collègue Daniel Fizet, qui est membre de l'équipe d'éducation et engagement public. Bonjour tout le monde. Oui. Je voulais commencer par remercier Papier de nous avoir invités cette année, encore une fois, d'avoir invité la Fondation PHI à contribuer à la merveilleuse programmation qu'ils offrent à chaque année. Je voudrais aussi remercier Maude qui vient de partir de l'espace et souligner son travail de coordination qui est immense pendant la foire. Donc, merci d'être parmi nous pour la table ronde de reproduction de l'image quand l'imprimé crée de nouveaux contextes. Nous sommes en très bonne compagnie aujourd'hui. Commençons par la droite, Carla McManus, Richard Max Tremblay, puis Hélène Brousseau. Nous nous sommes déjà entretenus au préalable lors d'un café où nous avons généré de belles questions et de belles conversations sur la table ronde que nous allons aborder aujourd'hui. Oui, pardon, mon franglais ou mélange de mots. Donc, aujourd'hui, on va se pencher sur le domaine de l'image à plusieurs niveaux à travers les voix et expériences de nos invités. En pensant à l'image comme un outil d'accessibilité, soit en rendant un contenu accessible ou par une pratique artistique, commissariale ou archivistique qui est propre aux pratiques de nos invités. On voulait aussi souligner que la table ronde, en fait, c'est la suite d'un article qui a été publié dans l'ouvrage Libre qui souligne les 10 ans de la Fondation PHI pour l'art contemporain. C'est un texte qui a été écrit à plusieurs mains, mais qui a été initié par notre collègue John Knowles, qui s'intéressait justement à la transformation de notre rapport à la reproduction photographique, puis à son intégration dans divers projets archivistiques ou artistiques. Et donc, on entrevoyait le panel aujourd'hui comme une façon de prolonger un peu la réflexion sur ces questions-là, puis d'inviter des voix qui ont participé à l'article, mais aussi d'autres spécialistes qui ont chacun, par leur pratique respective, considéré l'image imprimée comme un document, un concept, un matériau ou comme une œuvre. Donc, peut-être une bonne piste pour commencer serait de nous diriger thématiquement vers la documentation d'exposition avec Richard Max Tremblay, avec qui nous avons développé une bonne habitude. On travaille beaucoup avec toi à la Fondation PHI pour créer les vues d'exposition. Donc, commençons par ceci. On a eu aussi beaucoup de beaux défis, surtout lors de la documentation d'exposition avec de nouveaux médias, de la vidéo, de la performance notamment. Donc, ma première question, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'histoire de la documentation d'œuvres et la documentation d'exposition dans ta pratique? Merci d'abord, Victoria, la Fondation PHI, DHC, de nous inviter. Est-ce que ça fonctionne? OK, oui. D'accord. Alors, donc, merci à Victoria de m'avoir invité à cette table ronde et je suis très heureux d'être en si bonne compagnie avec Hélène, Carla et Daniel. Alors, voilà, donc la question, qu'est-ce qui m'a intéressé dans la documentation au départ? Moi, quand j'ai commencé à faire de la photo, bien honnêtement, je ne pensais pas faire de la documentation. Comme je suis peintre au départ, bon, tant qu'à faire de la photo, je vais documenter mes choses. Donc, ça allait un peu de soi. Mais ce qui m'a amené à la photo, c'est le portrait. Moi, je voulais faire des portraits. J'étais allé à New York, j'avais vu des expos formidables de Irving Penn, Avedon, Helmut Newton, et j'avais vraiment envie de faire des portraits. Et j'ai commencé à étudier la méthode de Ansel Adams. Donc, c'était comme ça que j'ai appris. Je n'ai pas pris de cours de photo, jamais. J'ai appris la méthode d'Ansel Adams, qui était très rigoureuse, difficile. On en a sué pendant des heures, mes deux amis et moi, avec qui on faisait ce travail-là. Et je veux dire que la documentation, dès le départ, j'ai commencé à documenter mes tableaux. C'était c'était technique, c'était d'avoir les couleurs les plus justes possibles, d'avoir Mais la difficulté qui m'a beaucoup appris, ça a été de documenter mes expositions. Donc, mes premières expériences de documentation, c'était mes expos. Et là, je me disais, mais je vais faire quoi? Je documente comment? Quel objectif? Je commençais à faire de la photo, on parle d'il y a 35 ans. Je commençais à faire de la photo et il fallait que je me dise, qu'est-ce que je veux, moi, avec la documentation, qu'est-ce que je veux faire passer, comment est-ce que je photographie mon expo mur par mur ou si je l'ai fait autrement.
Bref, ces questions-là se sont posées très rapidement et la question s'est posée aussi très rapidement, à savoir comment, en jouxtant des œuvres, comment est-ce que je peux diriger une lecture de mon travail? Est-ce que je peux, comment dire, mimer l'expérience d'être dans l'expo? Et ça, c'est intéressant parce que quand John Knowles m'a approché au début pour le texte qui est dans le livre, sa première question était est-ce que la documentation peut remplacer l'expérience de l'œuvre? Alors, bon, on dit, bien sûr que non. On peut pas, la documentation ne peut pas remplacer l'expérience de l'œuvre, mais elle peut avoir des aspects qui peuvent bonifier l'expérience de l'œuvre, dans le sens que la documentation, quand elle est pertinente et est faite aussi, de mon point de vue, en accord avec et à la participation de l'artiste et des commissaires, quand c'est le cas. Et heureusement, généralement, chez DHC, quand j'ai fait les documentations depuis le début, donc, on avait toujours de bonnes discussions à savoir comment on allait faire, comment on allait présenter le travail et comment, donc, apporter ce que l'expérience de l'expo, elle, se termine à un moment donné. L'expo, elle dure un certain temps, mais la documentation dure, elle. Et l'avantage que la documentation a, justement, c'est qu'elle dure dans le temps, elle se prolonge et on peut y référer. Le fait d'arrêter le temps avec une caméra, comme Guy le fait présentement, nous permet de revoir, revivre et de pouvoir faire des liens que souvent, dans l'expérience de l'expo, on n'a pas le temps de faire, on n'a pas le loisir de faire, parce qu'on bouge tout le temps dans une expo, on se promène, on va d'une salle à l'autre, on va d'une œuvre à l'autre. Et quand on décide de faire une documentation, à dire, avec l'artiste qui a, mettons, un mur où il y a 20 éléments, par exemple. Alors oui, on fait la documentation du mur, mais l'artiste dit « Ah, mais moi, j'aimerais ces 3 éléments-là ensemble, et ces 4-là, et ces 3-là. » Et là, on comprend qu'il y a on dirige la lecture, l'artiste nous dirige la lecture de l'œuvre à partir de son intention à lui et en collaboration donc avec les commissaires. Donc, c'est toujours extrêmement important et intéressant de faire ça. Et donc, et là, je fais une parenthèse. À un moment donné, dans une collection privée à Montréal, on me demande de venir photographier une œuvre. On ne me dit pas laquelle, une sculpture, et je comprends par la personne qui me demande ça que c'est probablement une œuvre, bon, importante. On n'ose pas me dire qu'est-ce que c'est parce que c'est un peu secret. Alors, j'apporte ce qu'il faut comme équipement. Je demande quel type d'œuvre, la dimension de l'œuvre. Et puis, donc, j'arrive pour photographier cette œuvre. Et il s'agit d'une sculpture importante de Constantin Brancusi. Alors, je suis un petit peu sur les nerfs. Il y a une magnifique... et ça, on parle d'il y a longtemps. On parle d'il y a près de 30 ans. Là. Ça faisait pas très longtemps que je faisais ce travail-là. Et donc, je documente cette œuvre-là. Et ensuite, elle a été offerte et elle a été reproduite dans un livre qui est paru en 1993, qui s'appelle Constantin Brancusi, Shifting the Basis of Art, qui était une lecture féministe à propos de l'érotisme chez Brancusi. Bon, en 2 mots, je vous dis ça. Mais, et là, je reçois le livre en cadeau, une fois l'expo et le livre publié. Et là, je lis ce livre sur Brancusi et ça m'a amené à... Non, je ne suis pas encore là. Alors, okay. J'aimerais vous montrer, en fait... On fait le panel à rebours. Pardon. Alors, on va voir une photo que j'ai faite de l'atelier de Brancusi. Voilà. L'atelier de Brancusi qui a été offert par l'artiste à la ville à l'État, en fait. Et Brancusi, lui, n'aimait pas les musées. Il n'aimait pas les salles aseptisées, les salles blanches. Il voulait, lui, que son travail soit vu dans le contexte de son atelier.
Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait, lui, énormément de photos. Il était un photographe accompli, avec l'aide de Man Ray, il faut dire, parce que Man Ray a été son aide technique, je dirais, mais Brancusi est devenu un photographe accompli et il a, lui, documenté son travail. Donc, ça a été un des premiers artistes à documenter sa propre production. Et ce qui est intéressant dans ce livre qui a été publié de Anna Chave, il y a une quarantaine de photos de Brancusi qui ont été reproduites, donc qui ont été publiées dans ce livre-là. Et à lire le livre, je me suis rendu compte comment Brancusi, en photographiant ses œuvres, dirigeait la lecture de l'œuvre lui-même. Lui, il voulait vraiment qu'on comprenne par sa photographie qu'est-ce qu'il voulait faire. Alors, dans les images qui suivent, on a une photo de Brancusi, de son atelier. Et je pense que la prochaine, il y a une autre œuvre, voilà, une autre vue de l'atelier de Brancusi, photographié par Brancusi lui-même. Et ce qui est intéressant, quand j'ai photographié l'atelier au Centre Pompidou, de me rendre compte qu'on avait fait de l'atelier qui avait été offert à l'État, on avait fait une salle de musée. On n'avait pas vraiment reproduit l'atelier comme Brancusi, lui, le vivait. Puis c'est ça que Brancusi voulait. Alors, il y a eu un peu une polémique. Les historiens se sont beaucoup posé de questions sur, est-ce que c'est très pertinent ce que le musée a fait en reproduisant de cette façon l'atelier de Brancusi? Donc, toute la question demeure posée, en fait. Donc, on se dit, est-ce que Brancusi serait pas plutôt mécontent ou il serait... on ne sait pas. Disons, la question était quand même intéressante. Donc, moi, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions, ce livre-là, en fait, sur la documentation et, bien sûr, le fait de travailler avec les artistes, avec les commissaires, de façon à donner le maximum d'informations, d'abord sur l'œuvre, sur le contenu de l'œuvre lorsque c'est possible, et aussi sur... la façon de jouxter, la façon de montrer, par exemple, dans les vues d'installation de musées, ce qui est important, même la hauteur de la caméra, si c'est un peu trop haut, si c'est pas très bon, si c'est trop bas non plus, s'il y a trop de plafond, pas assez de plancher, même chose. Donc, il y a des paramètres à tenir compte qui sont, techniques, je vais passer les détails techniques, mais il reste que ces questions continuent de m'habiter depuis toujours. Et... donc, Richard Marx, oui. tu parles beaucoup d'intention. En documentant l'exposition, tu essaies d'aller à la rencontre de l'intention de l'artiste, ou du moins tu es conscient des différentes approches ou des désirs que les artistes et les commissaires ont par rapport à la documentation de leurs œuvres. Est-ce qu'il y a des moments où ta propre intention de photographe s'insère puis comme dérange en fait cette intention-là première, ou des moments où tu arrives à placer une autre subjectivité en fait dans la documentation d'exposition? En fait, il y a un très bel épisode. À un moment donné, on est fin des années 90, autour de 2000, Pierre Dorion loue un appartement en face du parc La Fontaine pour faire une expo dans cet appartement vide. Alors, Pierre me demande de faire la documentation donc, de cette expo dans l'appart. Et on se disait qu'on allait faire un échange. Donc, j'allais, moi, faire du travail photo pour Pierre et en échange d'un tableau. Et donc, je documente son expo et il y a un tableau. Je me dis, j'aimerais ce tableau-là. Ben, Pierre me dit, c'est dommage, j'ai déjà vendu. Bon, alors, c'est rien. Alors, ce que Pierre a fait, qui est une super surprise, alors Pierre m'arrive 3 mois plus tard avec le tableau qu'il avait peint à partir de la photo de documentation que j'avais fait où le tableau que je voulais se trouvait. C'est une drôle de mise en abîme, ça a été assez intéressant. Et j'ai toujours ce tableau-là. Et encore dernièrement, puis je l'ai prêté je ne sais pas combien de fois, il dit, Pierre, la dernière fois qu'on s'est vu, il me dit, je pense que ce tableau-là, c'est celui dans tout ce que j'ai fait qui a voyagé le plus. Parce qu'il a été dans toutes les expos. Et ce qui est intéressant, que quand il y a eu la rétrospective de Pierre, il y a 5-6 ans, à peu près. Au Musée d'art contemporain. Oui, au Musée d'art contemporain. On avait recréé l'appartement dans le musée
Et on avait mis le tableau que Pierre avait fait de ma documentation. Donc, il y a eu cette mise en abîme assez intéressante. Et si on continue avec la prochaine image, diapo, j'allais dire. Voilà, donc ça, c'est une vue de projet qui a été fait à Vox l'an dernier avec une photo une photo que j'avais faite de documentation de la pièce où se trouve le tableau. Et à droite, dans l'image, c'est le tableau que Pierre a fait à partir de cette vue-là. Et donc, prochaine image, c'est le tableau. Ça, c'est le tableau que Pierre a fait avec le petit tableau que je voulais qui est à l'intérieur. Donc, il y a cette mise en abîme. Donc, ce travail-là a dérangé ma façon de documenter le travail parce que là, ça menait vraiment à autre chose. C'était une œuvre était faite à partir de la documentation que je faisais. Et donc, et j'ai pensé à ça parce qu'il y a Carla, tantôt, qui va parler de son travail qui est à partir de documentation, puis ça rejoint un petit peu, parce que, bon, on n'est pas dans les mêmes contenus, si on veut, mais quelque chose qui m'a fait penser à ça, donc avec cette œuvre-là. Et oui. Pour continuer avec la question de Daniel, en fait, donc il y a une belle négociation qui est faite entre ton travail d'artiste et puis aussi l'intention du commissaire et de l'artiste et puis de l'accessibilité de l'œuvre pour le visiteur. J'ai souligné tantôt que des fois, il y a des beaux défis, surtout avec l'image en mouvement ou juste le mouvement dans une exposition, soit avec de la performance aussi. Comment est-ce que tu... puis aussi, bien, évidemment, ça me fait penser à ton travail qui est plus fixe, donc la peinture, la photographie, etc. Comment est-ce que tu réussis, d'une certaine façon, ou comment est-ce que tu négocies avec l'image en mouvement? Comment est-ce qu'on peut générer une image qui est fidèle à un moment qui est éphémère? Bien, dans le cas de la documentation de vidéos, par exemple, donc c'est de ça surtout qu'on parle, mais il y a des moments où c'est sûr que c'est pas évident, mais si on documente une vidéo simplement pour montrer des images de la vidéo, bien, autant prendre des stills de la vidéo. Mais ce qui est toujours le mandat qui m'est donné et qui est donné généralement aux gens qui font de la documentation, c'est de faire comprendre l'œuvre dans le contexte du lieu où on montre cette œuvre-là. Parce que quand une expo voyage d'un musée à l'autre pendant je ne sais pas combien d'années, chaque endroit où l'œuvre, où l'expo va, forcément, ces endroits-là sont tous différents. Et la lecture d'une œuvre se fait toujours différemment, dépendant des lieux où les œuvres vont. Par exemple, je pense à la DHC, aux Fondations Phi, au 451. Ce sont des salles sur 4 étages qui sont relativement petites, intimes, ce qui donne une lecture des œuvres particulières. Donc, la documentation de ces œuvres-là se fait dans un contexte intimiste. Et ce qui me rappelle aussi, l'an dernier, il y avait une magnifique expo à Paris, au musée Jacquemart-André de Caravaggio. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu cette expo-là. Et le musée Jacquemart-André, c'est une ancienne résidence. Donc, ce sont des petites salles avec tout Caravaggio. On avait l'impression de voir tout Caravaggio dans une maison privée. Donc, c'est certain que le côté intime des salles, de la dimension des salles, apporte autre chose à la lecture de l'œuvre. Mais pour revenir à DHC, puis les 2 expos qui, moi, m'avaient beaucoup intéressé en termes de documentation, mais on est plus loin dans les images, vers les dernières. Ah oui, peut-être on peut arrêter là avant. On peut revenir. Je fais une parenthèse. Okay. Oui, on peut. Je fais une parenthèse parce que je ne veux pas prendre trop de temps non plus. M'intéressait oui. aussi. Je voulais savoir en fait comment ça s'intégrait dans tout ça. Ouais, mais fais la parenthèse maintenant. OK, on a beaucoup de questions. On m'a posé la question, oui, à savoir si ma pratique de documentaliste pour la documentation d'œuvres, si ça avait eu un impact dans les portraits que j'ai faits.
Alors, quand j'ai demandé à Michel Goulet de faire son portrait, j'ai dit, mais toi, tu prends tes matériaux où? Dans les brocantes? Il dit, non, mieux que ça, je t'amène. Alors, il m'amène dans une cour à scrap, une vraie cour à scrap, sur la rive sud. Et là, on prend une chaise dans la pile d'objets et là, il s'assoit sur un de ces objets fétiches. La chaise de Michel, tout le monde connaît les chaises de Michel. Alors, donc, ça a donné ce portrait un peu incongru, mais en même temps, qui est l'atelier de Michel. C'est comme l'atelier de Michel. Donc, c'est assez intéressant. Donc, pour dire que oui, de connaître l'œuvre de quelqu'un, oui, me fait travailler sur le portrait d'une autre façon, comme celui de Molinari, qui est le Guido Molinari, qui est le prochain. Bien, Molinari, à ce moment-là, travaillait sur un... Bon, ça, c'est un des portraits que j'ai fait de Guido, parce que j'en ai fait d'autres. Lui, c'est le dernier que j'ai fait. Il travaillait sur un immense tableau bleu. Et ça, c'est la toute petite pièce adjacente à son grand atelier, dans son atelier, où il mélangeait ses couleurs. Bien évidemment, il y avait du bleu partout. Et là, je dis, bien là, c'est quand même intéressant de pouvoir photographier Guido dans cette petite salle où on voit tous ces rouleaux et la couleur du tableau sur lequel il travaille. Donc, ça aussi, ça faisait partie de... Richard Marx, juste par curiosité, à quel moment la pratique de portrait est arrivée dans ta pratique de photographe? Après la documentation de tes œuvres? Un peu après? À peu près en même temps. À peu près en même temps. Au départ, moi, c'est les portraits que je voulais faire. La documentation, je me suis dit, bon, ben, je vais documenter mes œuvres parce que si je fais de la photo, je ne vais pas payer quelqu'un pour photographier mes choses. Donc, ça allait de soi que j'allais apprendre ça, mais j'ai appris, j'avais trouvé un bouquin vraiment, vraiment intéressant où tout ce qui était technique, avec le film, on s'entend qu'on travaillait avec le film il y a 35 ans. J'avais appris beaucoup de choses pas mal intéressantes avec ce livre-là. Donc, j'avais appris une base, là. Mais ce sont les portraits, moi, qui m'intéressaient. Puis, avec la méthode Ansel Adams, que deux de mes amis et moi, on s'était mis à étudier cette méthode-là qui était complexe, extrêmement rigoureuse et ça venait en 5 volumes, la méthode d'Ansel Adams. C'était pas juste une petite plaquette, non, c'est 5 volumes. Chacun de nous trois avons acheté les 5 volumes d'Ansel Adams et on a mis des semaines et des semaines juste à shooter du film pour shooter du film, là. On n'avait pas le temps d'aller dehors pendant 3 jours faire un film. On se photographiait l'un l'autre. Pour que ça aille plus vite. Donc, on mettait une lumière, on se photographie, et on a fait des tonnes et des tonnes et des dizaines et des dizaines et des centaines de films et Ansel Adams lui-même disait que pour le Zone System, qui était le noyau de la méthode Ansel Adams, c'était le Zone System. Bien, le meilleur sujet, c'est le portrait. Alors, on s'est photographié ad nauseam avec toutes les grimaces possibles. On a eu un fun fou pendant, je ne sais pas combien de mois à faire des portraits de nous-mêmes, mais tout ça pour apprendre à développer selon la méthode d'Ansel Adams. Et à travers ça, il y avait les expos à New York que j'allais voir, dont Irving Penn, qui a été le portraitiste le plus fabuleux que j'ai connu encore maintenant. Là. Et j'ai eu la chance de tomber sur 4 rétrospectives pendant les 30 dernières années de Irving Penn. La dernière, l'automne dernier, à Paris au Grand Palais. Et ça reste encore pour moi la référence, la grande référence. Alors, ici, la prochaine photo, il y a Orlan. Bon, mais elle n'est pas complète, elle est croppée, mais ça va. Pas grave. Mais on a le principal, on a Orlan qui est là. On a son visage. Oui, on a le visage. Alors, donc, c'était à l'ouverture de la FIAC à Paris. Et la galerie qui représente Orlan est là. Mais moi, j'avais connu Orlan à Montréal en 97. Puis je la connaissais pas à l'époque, car on cause, on se retrouve à la même table assis, on prend un verre, et puis qu'est-ce que vous faites? Et là, elle avait ses implants, et puis elle me raconte un peu ce qu'elle faisait, puis je dis, bon, OK, c'est intéressant. Donc là, j'ai vu des performances, et là, je suis allé m'informer ensuite. Et là, je revois Orlan au vernissage de la FIAC, à l'ouverture. Je ne savais même pas qu'elle serait là. Et là, j'arrive, première galerie en entrant dans la FIAC, c'est la galerie Michel Rennes qui la représente.
Et elle sort du kiosque et elle me voit, puis là, elle fait tout un grand geste, mais là, on ne voit pas tout le geste, mais en tout cas, bref. Et donc, c'est le portrait que j'ai fait d'Orlan avec une œuvre d'elle qui est derrière. Donc, on reconnaît l'œuvre d'Orlan derrière son portrait. Donc, c'est aussi une mise en scène de son portrait, mais dans le contexte de son travail que je connaissais déjà depuis longtemps. Voilà pour les portraits. Là, je prends beaucoup de temps, là. Hein. Là, je m'inquiète, là. J'ai vu les réactions de tes portraits tests des premiers mois. J'ai vu les étoiles dans les yeux de Carla. J'ai vu que Hélène pensait à la collection d'art-texte. J'ai senti qu'il y avait un intérêt soudain pour ces portraits-là. Oui, j'ai l'impression que tu vas avoir des demandes d'ajout à la collection. Ils sont bienvenus, d'accord, sont bienvenus. Mais là, je fais une petite parenthèse, vite, cette fois-là, pour reparler de la documentation comme un outil qui peut faire voir même des choses qu'on ne voit pas. Donc, la documentation peut faire ça. Et Daniel Arras, que j'ai beaucoup lu, que j'adore, a mentionné dans un de ses ouvrages un épisode, une anecdote, en fait, d'une œuvre de Benvenuto da Garofalo, un artiste du 16e siècle de Ferrare, en Italie. Bon. Et on est à la prochaine image. On aimé mieux Orlan, on dirait. Il me semble que c'est bien avec Orlan au fond. On est loin d'Orlan, mais tout ça pour vous dire que ce tableau-là, qui était une fresque sur un mur qui était très haut, très loin, du public. Donc, les personnes pouvaient voir tous les détails facilement. Donc, il y a beaucoup de textes. Et il y a un médaillon qui est... la Vierge est au centre. À sa droite, un peu plus bas, à hauteur de ses cuisses, il y a un médaillon noir qu'on va voir dans la prochaine. Okay? Alors, ce qu'on apprend, c'est que Garofalo s'est peint lui-même dans le médaillon de la Vierge. Ça, on peut être excommunié pour ça. Hein? C'était un péché. Là. On ne peut pas faire une chose pareille. C'est un affront. Le miroir de la Vierge, il est pur, il est sans tache. D'ailleurs, c'est écrit même au bas du tableau, c'est Speculum sine macula. Donc, le miroir sans tache. Speculum étant miroir en latin. Donc, et lui, Daniel Arras, donc 500 ans plus tard ou presque, avec un téléobjectif, va chercher des détails de cette fresque-là. Il avait eu la permission pour faire des photos avec son téléobjectif et il découvre le portrait, l'autoportrait de Garofalo dans le médaillon de la Vierge, ce qui était une chose qui pouvait même pas se faire. Donc, c'est même théoriquement, c'est impossible de penser une chose pareille. Donc, il a découvert cette chose qui n'avait jamais été vue depuis 500 ans, au fond, parce que le tableau était trop loin et on ne pouvait pas voir ce détail-là. Donc, tout ça pour dire que la documentation d'œuvres, à certains moments, peut faire voir des choses qui sont presque invisibles ou invisibles, disons, à l'œil. Bon. Dernière chose avant de passer Pour revenir à la question tantôt d'œuvres difficiles à photographier, d'œuvres vidéo, entre autres, mais je pense à 2 expos, dont les 2 prochaines images. Ici, c'est Ed Atkins. Et là encore là, donc les vidéos, l'important de ce travail-là, c'était de le mettre en contexte du lieu. Et c'est ça qu'on doit comprendre du choix de focale, le choix du point de vue et tout ça. Donc, là, j'ai pris 2 exemples un peu au hasard. Là. Donc, cette expo-là qui m'avait beaucoup, beaucoup intéressé. Et la prochaine, qui est l'œuvre de Thomas Demand, dans cette salle que j'aime beaucoup à cause des 2 colonnes. Je trouvais qu'il y avait un lien super intéressant avec la projection de l'œuvre de Thomas Demand. Donc, pour moi, ça fonctionnait super bien. Alors, voilà, puis je pense que je vais me taire parce que j'ai pris beaucoup de temps. Là. Donc, merci de votre écoute. S'il y a des questions à la fin, n'hésitez pas parce qu'on est... Mais merci beaucoup, Richard Max. Mais c'est très intéressant de revenir sur ces images à la Fondation Phi, parce qu'évidemment, les espaces qu'on a aussi, j'ai l'impression que des fois vont dicter une certaine lecture.
des espaces en tant que tels, mais aussi des œuvres qui sont présentées. Puis ce que tu as dit aussi par rapport au choix de l'institution et puis au choix du commissaire ou de l'artiste, je veux dire, les images qui sont choisies pour promouvoir ces œuvres-là dans le contexte d'une institution spécifique, ça change aussi quand même souvent. Donc, voilà. L'action de rendre accessibles les images d'exposition est vraiment une mission qui nous tient à cœur à la Fondation FI. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'approfondir, surtout quand on travaille avec des artistes qui travaillent avec de la performance ou de l'installation, parce que ça change tout le temps. Les artistes eux-mêmes n'ont pas nécessairement des archives qu'on peut consulter à l'avance pour créer même les œuvres. Donc, ça m'amène à notre prochaine invitée, Carla, qui aussi, avec son travail commissarial, a rendu accessible des archives. Donc, voilà, commençons. Ouais. Oui. OK, merci. Est-ce que le son, c'est bon encore? Non, pas encore. Oh, allô? Allô? Je pense OK. que des fois, on nous entend pas très bien. Hein? Est-ce C'est que assez difficile. fort? Ah, c'est mieux? Oui, la salle, c'est très difficile pour moi aussi parce qu'il y a beaucoup de bruit. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde ici est déjà familier avec Arttext? Oui? OK, alors, le projet que j'avais fait à Arttext comme commissaire, c'était un projet basé sur de recherche. J'ai commencé en 2017. Alors, je suis une historienne de l'art et ma spécialisation, c'est la photographie. Alors, je ne suis pas une commissaire comme par entraînement, mais c'était une opportunité que Arttext m'avait donnée comme chercheur de faire une diffusion visuelle comme une expo de mon recherche. Alors, ça c'est la commence, je vais juste dire ça pour commencer. Alors, le projet que... Oui, plus proche? Plus proche? OK. Le projet que j'avais fait à l'Arttext était basé sur mon intérêt dans la photographie et l'environnement. Je suis une spécialiste de la photographie et l'imaginaire d'environnement. Et comme une chercheur, j'avais décidé de faire une diffusion qui était pédagogique, mais aussi intéressante visuelle. Parce que, bon, c'est une expo. C'est pas comme j'écris, premièrement. Hein? Ça, c'est mon chose que je fais. Alors, le processus de décider comment diffuser les images, les documents de Arttext était un processus d'élimination, un peu. Parce que, bon, j'ai commencé avec l'idée de faire la recherche sur les images écologiques, environnementalistes, le paysage dans la photographie. Et c'est un grand sujet, vraiment grand sujet. Alors, le processus d'éliminer, de choisir quel objet comme photobook, les livres, quel objet éphémère dans la collection et comment présenter tout ça dans l'espace des galeries, c'était difficile pour moi. C'était un défi. Alors, j'ai décidé de choisir l'idée d'encadrement comme un thème. Alors, pour moi, la photographie, c'est beaucoup à peu près encadrement. Comment choisir ce qui est encadré par le film, la caméra, qui est hors de caméra. Alors, pour moi, c'est aussi une bonne métaphore pour d'être commissaire, n'est-ce pas? On décide qu'est-ce que c'est dedans l'expo. Est-ce qu'on a des images de tout? Non. OK, ça va. Alors, pour moi, l'idée d'encadrement, c'est aussi très conceptuel. C'est quelque chose que la photographe est conscient avec et aussi quelque chose qui peut être une grande influence sur le spectateur, n'est-ce pas? D'influencer le spectateur pour demander lui-même, est-ce que je suis dedans l'image? Est-ce que l'image me représente? Est-ce que la position de photographe est quelque chose que j'avais
une connexion avec. Alors, l'idée d'une comme dialectique entre inside et outside. Alors, ça, c'est le titre du expo, Inside Outside. Image de le territoire dans la collection d'Artex. Merci. En anglais, territoire, j'ai utilisé le mot land en anglais parce que pour moi, ça c'est un peu différent, n'est-ce pas, en français ou en anglais, mais pour moi, land, c'est un terme qui suggère comme le terre comme une médium, n'est-ce pas? L'idée des artistes de terre des années 60 et 70, d'utiliser le territoire comme un sujet, mais aussi comme un médium soi-même. Alors, j'ai choisi de penser à propos les artistes, les pratiques artistiques, photographiques dans la collection qui, en même temps, peut-être prend une position activiste, interventionnaliste dans l'idée du terre. Mais aussi, j'ai décidé d'avoir cette question dialectique entre inside et outside. Alors, des fois, on a des photographes qui sont très neutres, observationnels, ou même qui choisit d'être outside, n'est-ce pas, le sujet. On a aussi les photographes qui sont subjectifs, interventionnistes, qui utilisent la photographe pour critiquer l'idée du terre, du terroir, parler de l'idée d'appartenir aux terres. Et ça, c'est un peu les questions que j'avais pensées sur pour choisir mes documents. Mais quand tu as fait le processus de sélection des images chez Artex, en fait, il y avait, j'imagine, différents types d'images qui t'intéressaient ou tu as retrouvé différents types d'images dans la collection, dont probablement de la documentation d'exposition ou de la documentation d'œuvres qui avaient été présentées à l'extérieur, en fait, et qui devenaient des objets de collection pour une institution comme Artex plutôt qu'un objet d'art en soi, en fait. Donc, un objet de document, plutôt qu'une œuvre, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Mais comme quelqu'un qui enseigne à l'université, je travaille toujours avec les documents. Hein? Je démontre les images à mes étudiants. Je parle de l'importance du catalogue d'une expo. Alors, pour moi, c'était pas du tout une issue que j'avais pas des objets primaires, on va dire, des œuvres d'art. Pour moi, les livres sont toujours comme une œuvre complète. Des fois, c'est la seule façon qu'un photographe peut diffuser leur travail, n'est-ce pas, comme complètement. Alors, oui, pour animer l'espace à Artex, j'ai décidé d'avoir des différents niveaux, on va dire, de documents. Des livres qui sont publiés, qui sont édités, qui sont vraiment complets comme objet, des fois avec des essais par des historiens de l'art, des fois juste des photobooks qui sont juste des images. Mais aussi, j'avais beaucoup d'images éphémères. Des fois, les artistes mettent des images, des dispositifs, des postcards, des objets qu'on imprime pour une expo et ça va être dans la collection d'Artex, n'est-ce pas? Et finalement, j'avais décidé de faire une murale de photos par un artiste, Andreas Rikauskas, qui a fait une œuvre, un travail sur le bord du Canada et US, États-Unis. Borderline, c'est le projet. Et puis, cette image était grande sur le mur à Artex pour
avoir quelque chose de visuel pour plus dynamique dans l'espace. Et puis ces trois comme niveaux des images, des documents, si on veut dire ça, on crée un dialogue. J'espère. C'est intéressant. Tu discutes de ton rapport avec le commissariat, mais en tant que quelqu'un qui fait de la recherche plutôt que commissaire. J'aimerais en apprendre plus sur comment tu as négocié avec les inégalités ou les hiérarchies créées par les archives. Donc, des fois, comme tu disais justement, pour toi, un livre, c'est un objet aussi. C'est pas nécessairement... Seulement le document. Oui, c'est ça. Donc, comment est-ce que tu as approché ces hiérarchies, qu'on peut dire, qui existent dans la... Comme, vraiment, dans mon recherche comme historienne de l'art, je travaille beaucoup avec des livres. Comme dans l'histoire de la photo, comment est-ce qu'on arrive à voir des photos du passé dans les livres, dans les magazines, des fois dans les expos, dans les archives. Mais pour beaucoup de nous qui font le travail sur le 20e siècle, le photobook, le livre, c'est une des plus importantes façons de diffuser les images. Alors pour moi, comme chercheuse, je pense toujours le contexte de diffusion et dissémination, alors l'idée de circulation, le contexte d'interaction avec spectateurs ou reader, la réception, n'est-ce pas, des images. Comment est-ce qu'on rencontre les images? Newspapers, les journaux. Le contexte, finalement, d'interprétation de la photographie après temps, comme historienne, l'historisation, n'est-ce pas, des images. Comment on répond aux livres des années 19e siècle ou même les années 10. Ça change l'impression des images, n'est-ce pas, quand on regarde comme du présent. Alors pour moi, dans la recherche, je pense toujours des trois niveaux comme ça et comment interacter avec des images. Puis il y a aussi un geste assez politique pour cette exposition-là, dans le sens aussi de rendre accessibles des images qui ne sont pas toujours accessibles, puis aussi par rapport à la notion d'espace ou de territoire. Oui, certainement. Je pense comme de mon travail de recherche, comme je suis une historienne sociale de l'art, je pense toujours de la sociologie, des politiques, de l'économique, les issues qui sont toujours interrelatés. Et comme l'aspect activiste de Expo, c'est vraiment raciné dans l'idée de faire des connexions entre la façon de représenter le territoire au Canada, au Québec, dans les régions du Nord, et la connexion avec l'idée de la colonialisme. Le settler colonialisme. Alors, le contexte d'Expo, c'est aussi comme on a juste à voir le Canada 105 ans, Canada 150 dans 2017. The Truth and Reconciliation Commission Report, le rapport de la Commission de vérité et réconciliation au Canada, c'était diffusé en 2015. Même à Montréal, on avait le 375 anniversaire. Qu'est-ce qu'on pense que ces gestes de célébration, comme ça, qu'est-ce que ça veut dire à propos de notre relation au territoire, notre relation entre les gens qui sont migrants, les gens qui sont settlers, les gens qui sont autochtones, qui viennent d'ici, l'idée de comprendre l'identité en l'espace. C'est quelque chose que je voudrais parler à propos dans l'expo. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu abordes, Carla, c'est l'idée que ton regard, puis t'invites aussi dans le cadre de l'exposition d'autres regards, parce qu'il y avait une programmation avec
Oui, d'autres c'est vrai. gens qui venaient offrir des lectures alternatives de l'exposition, des lectures supplémentaires vraiment dans l'espace de l'exposition. Ça permettait de voir à quel point ces questions-là, qui peuvent avoir l'air en dehors de la chose artistique, peuvent être retravaillées aussi par le domaine de l'art, en fait. Qu'une collection comme celle d'Artexte, qui n'est pas nécessairement historique à la base, Non, Hélène, c'est tu me vrai. corrigeras, Ouais. qui a une histoire, mais qui n'a pas de visée historique, peut être réarticulée par des questions de célébration, des commémorations ou des questions critiques aussi. Oui. Pour moi, comme chercheur, je crois que j'ai toujours une responsabilité de présenter l'histoire du Canada, du paysage, du territoire en relation avec les issues du racisme, de parler à propos qui sont les gens qui sont inside de l'histoire de l'art et les gens qui sont hors de ça. Et de aussi prendre l'opportunité d'inviter les autres, d'avoir une relation avec le content et le contenu de l'expo, de parler, comme je parle dans mon texte, qui accompagne l'expo, des projets comme le projet Resilience par Leanne Martin, qui était une intervention avec les artistes autochtones femelles across Canada. De parler aussi à propos les nouveaux méthodologies de l'histoire de l'art comme Settler Colonial Art History, de ne pas séparer les images du paysage comme seulement des objets de l'art, de beauté ouais. Mais pour moi, il y a un pivot intéressant à Hélène parce qu'il y a toute l'idée de l'accès, en fait, à la collection aussi. Puis bon, le désir dans l'expo de Carla est entre autres de donner accès à des images qui sont peu accessibles ou peu vues ou vues autrement que dans le contexte d'une exposition. Je serais curieux d'en savoir plus, Hélène, sur la constitution de la collection d'Artexte que je fréquente comme pseudo-néophyte, mais que j'apprends à connaître de visite en visite. Oui, bien, je commencerai par vous remercier de m'avoir invité pour parler de cette collection-là. Dans les deux interventions, mais on entend beaucoup parler de différentes voix, donc les voix présentes dans la collection, mais aussi les voix du photographe, la voix de l'artiste. Puis la collection d'Artexte, mais c'est un peu un dépôt de toutes sortes de différentes voix aussi. Puis je vais en parler plusieurs fois. Donc, est-ce qu'on peut aller à la première diapositive pour ceux et celles qui sont jamais venus à Artexte avant? Donc, Artexte, c'est une collection qui spécialise dans l'art visuel contemporain de 1965 à nos jours. Je ne suis pas habituée de parler avec un micro. Donc, merci. Donc, on voit ici à gauche la collection, les documents, donc les multiples boîtes qui vont recevoir les différents documents. Et c'est une collection qui est... c'est un centre de documentation qui est indépendant, donc qui n'est pas affilié à une université ou à un musée, par exemple. Donc ça, je pense que c'est une particularité importante d'Artexte. C'est un centre de documentation qui a vu le jour en 1980, un peu dans la même mouvance que la fondation de plusieurs centres d'artistes au Canada. Donc ça a été fondé d'un besoin d'avoir accès à de la documentation. Ça a été un besoin qui a été identifié par deux artistes, Anne Ramsden et Angela Groer-Holtz, et l'historienne de l'art Francine Périnet. Donc, à ce moment-là, ils ont fondé une librairie qui est éventuellement devenue un centre de documentation et qui survit depuis ce temps. Ce qui est particulier aussi à la collection d'Artexte, c'est qu'elle tente pas d'être une vision historique complète parce que la plupart de tous les documents qu'on reçoit, 80% sont acquis par dons. Donc, dont des artistes, dont des commissaires, des critiques d'art, dont des organismes également artistiques qu'on tente de représenter. Ce qui veut dire que notre réseau qu'on doit maintenir avec cette communauté-là est important pour être capable de bien représenter la communauté. Aussi, nos pratiques d'acquisition sont très ouvertes, donc on accepte les documents qui sont publiés, comme des catalogues d'exposition, par exemple, des anthologies, des monographies, et les documents éphémères aussi. Donc, on accepte des photographies, donc des vues d'exposition,
On va accepter aussi de la documentation des œuvres d'art et on va avoir aussi des documents comme, par exemple, des CV d'artistes ou des démarches artistiques, donc qui vont accompagner les documents qui sont publiés. Par contre, ce n'est pas une archive des différentes pratiques artistiques, donc on n'a pas les documents personnels des artistes, c'est vraiment les documents qui ont une visée publique. Donc, c'est vraiment une collection et non une archive. Notre visée, on essaie de témoigner un peu de tous les différents types de pratiques aussi. Donc, ça inclut les pratiques d'artistes émergents, des artistes aussi qui ont peut-être des pratiques plus marginales ou underground. Donc, par exemple, on a une collection sur l'art postal dans notre collection. Mais surtout, Artex, c'est un lieu d'échange. Donc, on voit ici à l'écran une image d'une visite guidée et on voit aussi une image prise dans une exposition qu'on a. Donc, on est une collection, mais on a également une salle d'exposition, comme Carla a eu l'opportunité de présenter son travail de recherche. Et c'est une façon pour nous d'activer la collection et de créer un lieu de rencontre à travers cette collection-là. Donc, Artex aussi, si je pourrais dire, a aussi un site web qui est aussi une autre façon d'avoir accès aux archives. Oui, tout à fait. On a 2 sites web. Un site web institutionnel qui va parler plus de notre mission, de l'institution elle-même, mais on a aussi le catalogue en ligne qui s'appelle e-Artex, qui va donner une capacité de diffusion aux différents documents, donc à l'information bibliographique sur les documents. Donc, on a plus de 30 000 documents qui sont catalogués. Ça veut dire une diffusion à l'extérieur de Montréal, donc non seulement partout au Canada, mais partout dans le monde. Il y avait toute cette question-là d'accessibilité, en fait, à la collection qui, j'imagine, est là dans la volonté de numériser une partie de la collection? Ou... Oui, tout à fait. Mais en fait, on a une collection numérique qui est constituée pour le moment par des dons des artistes ou des centres, des auteurs également qui vont nous donner les documents. Donc, pour le moment, on diffuse en libre accès ces documents-là de la collection numérique, mais on demande aux donateurs de nous autoriser, de nous donner une licence pour pouvoir diffuser ces différents documents-là. On a commencé à faire de la numérisation plus dans des aspects de préservation, pour le moment pour des documents qui sont soit fragiles ou bien qu'on a prêtés pour des expositions. Mais les documents qu'on numérise, il faut absolument respecter le droit d'auteur avant de les mettre en ligne. Donc ça, c'est sûr, c'est des démarches qu'on entame ensuite avec les ayants droit. Par rapport à la mise en archive de certains documents ou certains autres documents, il y a comme un autre niveau de commissariat qui se passe aussi à travers le choix de qu'est-ce qui va être rendu accessible sur le site ou non. Je sais qu'on avait aussi parlé beaucoup d'archives versus la présence de quelqu'un qui va visiter un lieu d'exposition ou les archives même. Oui, bien... excusez, j'ai mes notes. Donc, ben oui, on avait parlé le commissariat de la collection. Puis je dirais que le commissariat se fait plutôt dans notre réseau qu'on va mettre en place, donc pour essayer d'obtenir les documents. Mais au niveau de la différence entre avoir les documents en archive ou en place, mais je dirais que l'image de documentation ne remplace pas l'expérience en salle. Donc, elle va nous donner quelque chose de différent, un peu comme Richard parlait, entre autres, tout à l'heure. Cette capacité-là de témoigner je pense qu'on est rendu en fait dans les images. Hein, j'ai complètement oublié d'en parler. Mais ça va, c'est correct. On a un dossier d'artiste ici. J'en profiterai vu que l'image est là parce que ça donne déjà une bonne idée de la constitution d'un dossier. J'imagine que tu as choisi un dossier particulièrement riche. Un terreau fertile. Oui. D'ailleurs, mais c'est ça. Fait que l'image de documentation, elle va nous informer sur la contextualisation du travail de l'artiste. Donc, par exemple, ici, on a le dossier de la photographe Sorel Cohen. Et on a tous les différents types de documents qu'on va collectionner. Donc, comme je mentionnais, les documents comme des catalogues d'exposition, des documents éphémères comme les diapositives et différents textes. Dans la prochaine diapositive, on voit aussi le cas d'un exemple, c'est l'œuvre Le Rite matinal. Donc, on voit 2 itérations de vue d'exposition de cette œuvre-là, mais on voit aussi que dans le dossier,
on peut retrouver puis tracer l'œuvre autant dans les vues d'exposition, mais aussi dans un catalogue d'exposition. On voit les fameux petits cartons d'invitation qui ont été produits dans le cadre d'une exposition. Et on a également le texte de la démarche sur cette œuvre-là, écrite par l'artiste. Donc, pour le chercheur qui vient travailler à Artex, bien, il y a quand même une façon de pouvoir construire une compréhension de cette œuvre-là, même s'il n'a pas eu la chance d'aller voir l'œuvre même en salle. Oui, puis il y a aussi une façon de voir comment la photographie, la vue d'exposition aussi change la façon dont on lit l'œuvre aussi, ou multiplie les façons dont on peut lire cette œuvre-là, surtout en lien avec la démarche, le texte de démarche qui est présent dans le... Oui, exact. Mais comme quelqu'un qui fait de recherche des fois sur les expos, comme historienne, c'est tellement utile de voir les tailles des images, le placement des images, tout ça que Richard Max avait parlé déjà. Les chercheurs disent souvent que venir à Artex, mais c'est un peu comme venir consulter des dossiers. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir. Donc, l'image photographique dans les dossiers n'est pas cataloguée. Donc, on ne peut pas savoir en cherchant dans la base de données s'il va y avoir des vues d'exposition ou pas. Donc, c'est un peu une boîte au trésor où ce qu'on découvre aussi. On fait des découvertes dans les dossiers. Donc, parfois, on va trouver ce qu'on cherche, mais parfois, on va faire des découvertes très inattendues, des surprises qu'on va voir dans les dossiers. Donc, l'image photographique fait plus partie de cette démarche avec une empreinte d'une certaine sérendipité, finalement, dans la collection. On a parlé ensemble précédemment d'un projet que le duo Leisure avait réalisé chez Artex. En fait, un projet d'expo qui s'appelle Dualité. Oui. À la Fondation, on a travaillé récemment avec Leisure. On a développé un atelier avec eux pour notre exposition précédente, qui était l'expo de Yasmina Tibit. En fait, donc on connaît bien le travail de Leisure à la Fondation, mais je serais curieux de t'entendre parler de ce projet-là, en fait. Savoir comment... deux artistes se sont intégrés dans la collection d'Artex pour créer, en fait, un projet pour la salle d'exposition. Oui, bien comme Carla, Leisure, c'est un cas vraiment très intéressant d'un point de vue d'utilisation des archives photographiques puis les vues d'exposition. Donc, Leisure, c'est le collectif composé de Susanna Wesley et Meredith Carruthers. Et ils ont fait une résidence de recherche en 2014 qui a mené à une exposition la fin 2015, début 2016. Et avant d'arriver à Artex, elle s'intéressait au travail de Françoise Sullivan. Donc, ici, on va là. Donc, ici, j'ai quelques vues du dossier de Françoise. Et c'était vraiment au contact de la collection d'Artex que les Jeux ont décidé de travailler sur la chorégraphie Dualité de Françoise Sullivan et Jeanne Renaud. Donc, je les ai rencontrées avant la table ronde pour en apprendre encore plus sur leur travail, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc, la chorégraphie de Françoise Sullivan et Jeanne Renaud s'est produite en 1948. Ce qui reste comme documentation visuelle de cette œuvre-là, c'est environ 6 images qui ont été reproduites dans beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Et ça, c'est quelque chose que les Jeux ont remarqué dans la collection d'Artex. C'était toujours les 6 mêmes images qui étaient reproduites. Et même au contact de Françoise, se sont rendus compte qu'il n'existait pas d'autres images que ces 6-là. Donc, dans un premier temps, je trouve que c'est assez intéressant de voir, aussi limitées soient-elles, les captures dans un moment, comme dans ce cas-ci, dans une performance éphémère, mais les quelques captures qu'on réussit à faire vont avoir une portée à long terme. Donc, on voit que dans tous les ouvrages sur le travail des artistes, bien, ces images-là ont été réutilisées. Puis après ça, mais là, on voit aussi dans le contexte du travail de Leisure que ça a été utilisé pour faire une nouvelle interprétation, une nouvelle œuvre. C'est un cas... Dans ce cas-ci, ce qui mène à une nouvelle création, il y a plusieurs petits aspects que je trouvais intéressants à soulever. D'une part, Leisure, qui est un duo, s'est inspiré du travail d'un autre duo de femmes plus de 60 ans, qui ont performé plus de 60 ans avant aussi. Donc, il y a encore une fois une autre dualité ici, dans ce projet-là. Aussi, Wesley Carruthers ont créé un petit livre qui agit un peu comme un collage,
où elles ont mis en relation les archives de 1948 à celles d'une reperformance en 1988 au Musée d'art contemporain, donc au 40e anniversaire du refus global. Et ils ont mis en relation ces archives-là. Donc déjà, il y a une autre dualité, car ils ont mis en relation 2 jeux d'archives de documentation. Puis le travail a été, le petit livre a été numérisé et finalement, c'est ça qu'on voit peut-être dans la prochaine diapositive. Donc, on voit ici les vues d'exposition photographiées par Paul Litherland de l'exposition qui a eu lieu à Artexte. Et on voit que le petit livre a été numérisé et imprimé en grand format. Et donc, on voit les pages du livre ici imprimées en très grand format. Et là, le corps des danseuses, des gens qui ont performé les chorégraphies, tant en 48 qu'en 88, sont de taille, de grandeur nature. Donc, quand on est dans l'exposition, mais on devient d'une certaine façon une partie de la chorégraphie parce qu'on interagit avec les archives pour pouvoir comprendre l'œuvre. Donc, une nouvelle réinterprétation qui est complètement différente du contexte d'origine des archives. C'est un cas intéressant en fait, on voit toute l'articulation dans la documentation entre les artistes qui performent l'œuvre, la documentation de cette performance-là qui est faite, puis qui est ensuite intégrée dans des collections, dans des archives, reprise par des artistes qui réinterprètent la collection autrement, en collaboration avec un photographe qui documente un livre qui résulte de la documentation initiale. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Je pense que moi, oui, si on peut boucler la boucle, Leisure m'ont avisé que les œuvres vont être acquises par le Musée d'art contemporain, donc vont se retrouver avec la documentation initiale vidéo de 88. Donc, ils vont se retrouver avec elle maintenant. Je crois qu'il est grand temps d'ouvrir la parole à la salle pour voir si vous avez des questions, des commentaires ou des interrogations existentielles à nous partager suite à nos interventions d'aujourd'hui. Mais peut-être avant, je veux juste dire quelque chose avant. Je voudrais souligner je voudrais remercier Artexte d'exister, en fait. Et puis, et puis toutes les bibliothèques et puis institutions qui rendent accessibles des documents pour les gens de tous les jours. Je dois juste souligner, là, en tant que chercheur, quelquefois, c'est vraiment difficile de trouver de la documentation concernant certains artistes, etc. Puis je veux juste souligner l'importance d'avoir des organismes ou institutions qui ouvrent ces archives. Puis en même temps, je voudrais juste, comme le mot de la fin, là, avant les questions, si jamais vous voulez en savoir plus sur l'exposition Inside Outside de Carla McManus, vous pouvez consulter le site web de Artexte où vous allez avoir plus d'informations. On a le texte de commissaire aussi dans Artexte. Richard Max Tremblay est très présent dans le panorama québécois. Donc, si vous visitez notre site web, le site web de la Fondation FI, vous allez voir beaucoup d'images que Richard Max produit en plus de sa pratique artistique. Puis, je vous invite à suivre Hélène aussi Brousseau et puis le beau travail que tu fais chez Artexte. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui avaient des questions pour... Oui, allez-y. Je vais rouler un peu sur la dernière phrase que Daniel a exprimée, où est-ce qu'on voyait qu'on parlait d'interprétation, de l'interprétation et de l'interprétation. Alors, nous sommes dans un pays bilingue. Alors, est-ce que la traduction devient une interprétation aussi? Notamment dans les affichettes qui, des fois, sont parfaitement... rigolote. Moi, j'ai l'impression que oui, mais je suis curieux d'entendre les échos de... J'ai l'impression de traduire mes pensées aujourd'hui. C'est un peu comme une interprétation que ce que je veux dire. Certainement, oui, tellement. Et ça c'est pourquoi c'est important d'avoir... je crois que ça marche pas. Oui? OK. Ça, c'est pourquoi c'est important d'avoir les traductions, toujours, pour qu'on puisse avoir ces conversations. Parce que l'âme est à
C'est pas la même chose. Entre land et territoire, il y Oui. a quand même une signification puis une portée qui est remarquablement différente aussi. Là. Alors voilà, Oui. ben, merci de votre français aujourd'hui. merci. C'est bien apprécié parce que j'ai senti l'effort, mais en même temps, je trouve que vous avez une excellente maîtrise du français et vos idées parfaitement claires. Merci. D'autres questions? Oui, bonjour. Je me demandais si vous avez des réflexions, peut-être Hélène, particulièrement par rapport à Artex. Les documents qui étaient montrés, c'est des documents, des diapos, des cartons imprimés, tout ça. Puis clairement, aujourd'hui, ce genre de choses-là n'existe plus. C'est quoi les efforts qui sont faits pour documenter les actions qui sont prises par les artistes, notamment pour diffuser leur travail, mais au travers des réseaux sociaux ou en ligne directement? Tous ces éléments-là qui sont là en ce moment, moi, personnellement, j'ai l'impression que maintenant, ça se passe presque uniquement en ligne. Comment ça laisse une trace? Est-ce qu'il y a un moyen de les garder, ces traces-là? Mais c'est certain qu'on est dans un moment de changement puis de transition de la façon de diffuser, de documenter les pratiques. Donc, nous, à Artex, on est en train d'entamer également cette transition-là. Donc, à ce moment-ci, on n'a pas de version numérique du fameux du dossier d'artiste avec tous les documents éphémères. Donc, on doit encore, à ce moment-ci, demander aux artistes de nous donner, d'imprimer une sélection de leur travail pour la représentation. Par contre, il y a quand même différentes avancées pour documenter tout ce qui est mis en ligne à travers les réseaux sociaux, le site web, dont des initiatives pour faire des archives web comme Web Recorder, par exemple, qui est une initiative de Rhizome aux États-Unis que nous, on essaie de montrer beaucoup à des artistes pour faire des archives web de leurs sites, de leurs interfaces qu'ils vont utiliser. Par contre, on n'a pas encore la version numérique, comme je dis, des dossiers d'artistes, mais c'est des cas complexes qu'on doit évoluer avec parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui en ce moment sont possiblement perdues ou ne sont pas capturées. Ça reste par contre dans la responsabilité des artistes aussi de capturer leur propre travail et d'essayer de voir qu'est-ce qui va témoigner de leur travail pour leur dossier d'artiste. Donc, de faire une sélection, c'est sûr que les dossiers d'artistes ne comptent pas tout. Ce qu'il y a sur la pratique des artistes également. Un gros dossier à Artex, c'est 1 ou 2 boîtes. Hein. C'est pas énorme. Donc, il y a quand même un acte de sélection et d'évaluation de la part de l'artiste avant d'arriver à Artex. Donc, je pense qu'il y a un certain commissariat presque de leur propre dossier qui se fait. Et il faut encore aujourd'hui que malgré les nouvelles plateformes qui vont diffuser, mais ils doivent aussi réfléchir à qu'est-ce qu'ils ont besoin de capturer pour pouvoir témoigner de leur pratique. Et la collection d'Artex aussi va se remplir d'objets qui sont voués à disparaître, comme des cartons d'invitation, d'exposition, par exemple, ou des choses que de moins en moins d'institutions produisent aussi. Même des brochures, des pamphlets d'expo, des choses qui vont être oui, il y en a qui sont de plus en plus rares dans les institutions qui diffusent de l'art visuel à Montréal. Mais des fois, on trouve des imprimes, n'est-ce pas? Ils invitent. Oui. Alors, fais ton propre dossier. Oui. Mais on est très ouvert aussi sur la forme de documents qu'on va collectionner. Donc, par exemple, le catalogue d'exposition, pour nous, n'est pas nécessairement quelque chose qui doit passer par le cycle de publication régulier, le cycle de l'édition régulière. Ça n'a pas besoin d'être un document relié. Donc, un catalogue d'exposition peut être une feuille 8,5-11 pliée en deux, comme beaucoup de centres d'artistes produisent aujourd'hui. Et nous, on va tout de même prendre le temps de d'écrire ce document-là, de l'indexer pour qu'il soit visible sur le web, visible aussi recherchable pour les chercheurs qui vont avoir besoin d'utiliser cette documentation-là. Donc, on essaie quand même d'avoir une bonne représentation. Je pense qu'on peut peut-être prendre une dernière question ici, puis on aurait 2 dernières questions, dans le fond. Oh, mais c'est parfait, ça va à tout le monde? Oui, bonjour tout le monde. Michel Huard. Je travaille présentement sur un catalogue raisonné de l'artiste Louise Robert. Depuis 2 ans, j'ai eu la chance de travailler avec elle qui a beaucoup documenté son œuvre. Donc ça, c'est bien. Mais au fil des années, j'ai trouvé beaucoup de documents sur Internet.
Je le référence. Dans ma médiagraphie, j'inclus ces documents-là. Mais déjà, parfois, quand je veux y faire référence, le document n'existe plus ou la page n'existe plus. Alors, ce que j'ai décidé de faire dès le début, c'est de les imprimer, de tout imprimer ce que je trouve sur Internet avec la date de repérage. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça, c'est qu'une archiviste de BANQ m'a dit à un moment donné que le meilleur moyen encore aujourd'hui de conserver les documents, c'est les documents papier. Oui. Alors moi, qui ai le grand projet de diffuser ça sur le web, j'étais découragé, mais en même temps, je me suis dit, OK, je vais garder une trace papier de tout ce que je trouve sur le web. Je voulais savoir comment vous voyez ça, l'idée de la documentation web versus sa conservation papier? Grosse question, hein? C'est intéressant ce que vous dites parce que moi qui ai travaillé tellement longtemps avec le film, j'ai des centaines de planches contact et j'ai des cartables complets de négatifs qui sont tous réimprimables. On peut faire tout avec ça. Donc, ce sont des archives matérielles. Et j'ai même, pendant un moment, on m'avait demandé pour imprimer des négatifs sur verre de la collection Notman, ce qui était une expérience assez formidable. Et avec le numérique, je dirais depuis les 10-15 dernières années, je me rends compte que, par exemple, tous les portraits que je fais, tout le travail que je fais numérique de documentation, tôt ou tard, il ne restera rien d'autre que ce qui est imprimé. Alors, les portraits que je fais, j'imprime tout ce que je veux, tout ce que je pense qui est assez bon pour imprimer, je l'imprime. Tu sais, ça me coûte un bras, mais il faut ça. Parce qu'on ne peut pas autrement... C'est-à-dire, les fichiers, là, les fichiers vont disparaître. Les disques durs, c'est bon, mais on sait que ça a une durée de vie. On a beau les recopier, à un moment donné, les choses se perdent, c'est inévitable. Donc, moi, je comprends très bien ce problème de l'archive qui doit être matériel pour survivre. Ça, moi, je reste tout à fait d'accord avec cette idée. Bien, d'accord parce qu'on n'a pas vraiment le choix de ça. Ouais. Mais j'ajouterais que oui, en effet, je suis d'accord avec la personne de BANQ à qui vous avez parlé. Le papier reste la chose la plus facile à gérer. Cela dit, la gestion des archives numériques est un champ d'intérêt assez diversifié et mouvant. Donc, je pense qu'il n'y a pas de solution qu'on peut dire, mais votre archive numérique, vous la faites comme ça et ça reste correct pour les 30, même 40 prochaines années. Il faut toujours constamment être vigilant avec les archives numériques. Donc, il y a plus de risques. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour avoir des archives web du type dont vous parliez et de maintenir l'authenticité de l'interaction web que vous avez eue. Donc, l'outil que je parlais, Web Recorder, c'est un exemple de ça où on va aller aspirer tout le contenu qui a été dans votre navigateur et il va maintenir des métadonnées sur quand ça a été capturé et qui vont pouvoir être utiles pour vous aussi comme valeur de preuve que vous avez consulté un certain document à un moment donné dans l'histoire. Donc ça, c'est une avenue qui existe, mais c'est sûr que le numérique est moins fiable que l'analogique et le papier. Je crois qu'on a le temps pour une dernière question. Bonjour, merci. Je suis un peu curieux de l'expérience du document et puis la façon dont on l'expérience. On a entendu parler beaucoup du projet de Leisure, par exemple, avec les archives de François Sullivan ou Richard Max, votre expérience avec Pierre Dorion et puis la peinture qui reproduit l'image et tout ça. Et je suis un peu curieux de savoir comment le document prend sa propre vie ou donne la vie à autre chose. Quand est-ce qu'on voit l'image elle-même ou quand est-ce qu'on le voit à travers l'image? J'imagine, alors, quand l'image sert plutôt d'une fenêtre sur autre chose ou s'assume un peu et puis prend sa propre présence physique. Alors, quand est-ce que le projet de Leisure devient une expérience en tant que lui-même ou devient une expérience de François Sullivan ou que vos images, Richard, parlent de Pierre Dorion ou parlent d'elle-même ou la peinture de Pierre Dorion parle de votre image ou le tableau parle de lui-même?
Voilà. OK. Je suis pas sûr de bien saisir la question, là. Si le document, lui, d'archives, le document de documentation, la documentation comme telle, si elle mène à autre chose? J'imagine, quand est-ce que l'image s'assume elle-même en tant qu'expérience ou quand elle sert plutôt à expériencer autre chose? Et puis, comment vous pensez à cette vie double de l'image? Oui. Bien, c'est intéressant l'idée de... Bien, le projet que j'ai fait avec Pierre Dorion, c'était vraiment intéressant parce qu'au départ, il y avait son expo, il y a la documentation de l'expo, le tableau qui était fait à partir d'un tableau de l'expo qui est devenu, lui, un élément, l'élément premier de la recréation de son expo au Musée d'art contemporain. Donc, il y a une suite d'événements qui a fait que ces images-là deviennent quelque part non seulement autonomes, mais elles génèrent un regard nouveau sur l'événement, sur l'œuvre, sur... donc, moi, je pense que je le verrais, mais dans ce sens-là, dans le sens que le sens se renouvelle constamment à force de retravailler les documents qui sont remis en circulation, qui sont relus et relus. On finit par avoir comment dire, des strates de sens qui se superposent. Je pense que c'est toujours très porteur. D'une certaine façon, c'est l'activation du document qui va créer un nouveau sens. Donc, si on le regarde dans une vision un peu dialectique, bien, la personne qui va consulter pour toutes sortes de raisons va activer l'archive et va l'amener dans un nouveau contexte. Donc, que ce soit pour la création, que ce soit pour raconter l'histoire de cette archive-là, c'est cette activation-là qui va lui donner un nouveau sens, peu intense. Puis que ce sens-là peut prendre toutes sortes de façons. Si on regarde l'exposition que Carla a montrée, les documents dormaient jusqu'à temps qu'elle les active finalement, puis crée un lieu de rencontre. Et bien sûr, les œuvres d'art, ça change toujours l'interprétation, n'est-ce pas? Comme dans l'histoire, de personne à personne, on peut continuer toujours de penser que l'art doit être toujours activé. Et l'interprétation, c'est pas toujours fixe, et ça continue. Comme on a vu une image du XVIe siècle. Bon, comment je interprète cette image, c'est complètement différent d'une personne de l'âge d'où c'était créé. Un autre bel exemple, en fait, le projet que j'ai fait avec Pierre Dorion, ça m'a donné l'idée de faire une petite recherche et voir, mais est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'histoire, disons, relativement récentes, où il y a des documentations qui sont devenues des œuvres ou qui se sont prêtées à devenir des œuvres. Et j'ai trouvé, en faisant des recherches, donc dans un des premiers cas de ce type, c'est Marcel Duchamp et sa culture de poussière. Bien, tout le monde connaît la culture de poussière de Marcel Duchamp. Mais Marcel Duchamp, il a demandé à Man Ray de faire la photo. C'est pas Marcel Duchamp qui a fait c'est Man Ray qui a fait la photo. Et ce qui est intéressant de ça, et ce que j'ai appris en faisant cette recherche, qu'il existe une édition de 10 à l'origine, signée par Man Ray et Marcel Duchamp. Donc, de cette documentation que Man Ray a fait de la poussière de Duchamp, qui est un vrai paysage, on s'entend, c'est presque un paysage, mais cette documentation est devenue une œuvre. Alors que, oui, on peut dire que c'est un projet conceptuel avec 2 artistes, c'est vrai, mais au départ, c'est quand même Duchamp qui a demandé à Man Ray, par son expertise photographique, de venir documenter la poussière pour qu'elle devienne son œuvre. Et c'est devenu une édition de photos. Voilà. Donc, c'est intéressant comme passage. Oui. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci aux panélistes, merci aux animateurs. Puis, j'aimerais dire, vous n'aviez pas mentionné, mais Artex a réussi à rendre leurs archives vraiment cool en faisant des archives et fûts. Donc, si vous voulez aller voir des documents d'archives et boire de la bière, c'est possible. C'est vraiment très intéressant. Donc, merci à tout le monde et bonne fin de soirée. Bye-bye. Merci tout le monde.